Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette histoire de confiance en soi parce que quand on a rencontré Laïssa, on a rencontré quelqu'un qui était incroyablement flamboyante et qui était pleine de lumière et qui avait un sourire déjà hyper rayonnant et hyper communicatif, mais aussi qui a une histoire personnelle qui est assez incroyable, pleine de rebondissements et pleine d'aventures parce que c'est une personne qui se dépasse tout le temps, qui ne prend pas un non comme une réponse, mais de façon intelligente, hein, elle respecte le Oui, consentement, quand hein. même. Voilà. Et c'est une personne qui a vécu plusieurs choses très intéressantes et en particulier en termes de déménagement et en termes d'accouchement et de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Donc voilà, on a voulu vous partager son expérience parce que bon, on s'est dit que c'était super intéressant de rencontrer quelqu'un qui avait cette aura de confiance en soi et de savoir comment s'assumer et de pouvoir s'en inspirer un petit peu. Laïssa, je vais juste résumer très rapidement. Laïssa, elle a vécu en France, puis elle a vécu en Écosse, puis maintenant elle vit au Brésil. Donc, comme vous le voyez déjà, elle a beaucoup rebondi. Elle a 3 enfants et pour chacune de ses grossesses, elle a fait des choix et elle a pris des décisions et du coup, elle est très indépendante sur ce sujet-là. Et puis, c'est un agent un petit peu multicarte aujourd'hui puisqu'elle est capable de faire beaucoup de choses très différentes. Elle représente les autres, mais elle se représente aussi elle-même. Bref, c'est une personne très riche. Donc voilà. Laïssa, j'ai à peu près bien résumé ton profil. Franchement, t'es super. Ok. Moi, j'aimerais un petit peu que tu nous racontes, parce que nous, on connaît l'histoire, mais nos auditeurs, ils ne le connaissent pas forcément, un petit peu ton histoire personnelle. On va commencer par pourquoi tous ces déménagements. Ah, très bonne question. Alors déjà, pour moi, je trouve que j'ai commencé à déménager très tard quand même, parce que c'était le premier déménagement était en 2020 et ça faisait déjà plus de 10 ans que je savais que je voulais vivre ailleurs qu'en France. Mais voilà, il y a eu tout un process et puis la situation du Covid a fortement poussé dans le sens de ah tiens, allons voir ailleurs un nouveau pâturage. Donc c'est vraiment ce qui a précipité. Après, l'envie était vraiment profonde déjà. J'avais pas d'idée arrêtée. Ça, c'était un petit peu la chose un peu délicate, c'est que j'ai toujours eu envie de voir le monde, de vivre ailleurs, mais sans savoir où précisément. Donc voilà, c'était un petit peu le côté un peu original de cette envie-là. Et puis ouais, ce qui m'a vraiment poussée, c'est simplement la découverte, c'est la curiosité, c'est de sentir que j'avais fini simplement mon cycle en France et que rester là-bas pour moi, c'était comme volontairement rester dans quelque chose qui me correspond pas. Donc il y avait vraiment pas de logique. Donc voilà, c'était juste poussé par l'élan de tiens, maintenant faut vivre autre chose quoi. Ça demande quand même beaucoup de courage de décider quand on est dans une situation un petit peu confortable. On en parlait dans notre épisode sur la transformation, justement. Parfois, on est sur une situation où on est confortablement installé, et puis on est tellement confortablement installé en fait que on se rend pas compte qu'on est très inconfortable et que en fait on s'est juste habitué à une situation très inconfortable, que ce soit un fauteuil qui soit avec des ressorts qu'on sent, mais on est habitué. Et en fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu t'es vraiment rendu compte d'un certain inconfort et cet inconfort, tu t'es pas laissé gruger par celui-ci, tu t'es pas habitué en fait à celui-ci. Il y a vraiment un moment où tu t'es donné un effort d'évolution pour aller de l'avant et pour changer quelque chose dans ta vie. C'est ça et en fait c'est marrant ce que tu pointes parce que pour moi ça c'est la clé, c'est-à-dire que on est tellement habitué à changer parce que ça va pas. Et quelque part, on le fait tous, pas vraiment par choix. On le fait parce qu'on est obligé de le faire, parce que sinon la situation va devenir trop délicate ou va nous mettre en difficulté. Donc les gens changent parce qu'ils sont poussés à le faire. Et moi, j'ai pas eu ce fonctionnement-là au départ. Donc c'est Mhm. pas forcément dans ma façon de voir les choses. C'est venu à certains moments aussi, bien sûr, quand j'étais un peu trop lente dans mes décisions. J'ai aussi eu la vie qui est venue me donner une petite gifle pour me dire hey, oh, 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 change de cap. Mais effectivement, là, à chaque fois que j'ai déménagé, j'étais dans des situations très confortables. Donc, comme tu l'as dit, c'est l'inconfort confortable, le confort inconfortable, tu vois. Mais j'étais dans des situations où j'avais pas de nécessité de bouger de là. J'étais très bien, c'était suffisant. Et en fait, changer quand ça va bien, c'est là que c'est le plus difficile. Parce que tu dois lâcher les choses sans raison apparente, Mhm. mais en même temps, si tu écoutes ta vérité intérieure, tu sais que tu as à le faire. Donc c'est là où c'est délicat et c'est là que les gens souvent s'accrochent et puis se disent, je sens que je dois faire un mouvement, mais je vais attendre parce que c'est pas encore le moment. Pour le moment, ça va. Et ça, j'ai beaucoup de gens qui me répondent ça, c'est pour ça que je partage ça aussi. Beaucoup de gens qui me disent, pour le moment, ça va, mais quand ça va pas, j'irai voir quelqu'un. J'irai voir quelqu'un, je ferai le choix, j'irai là-bas, je déménagerai, je machin. Tu vois, et les gens attendent qu'il y ait un signe extérieur
qui les foudroie parce qu'ils sont pas suffisamment à l'écoute de ce qu'il y a dans leur cœur et dans ce qu'ils savent qu'ils ont à faire en fait. Donc c'est voilà, finalement ça a été ça à chaque fois, c'est de dire ok, ça je le sens. Il y a aucune raison apparente, donc nécessairement mon entourage à chaque fois ne comprend pas du tout mes décisions parce qu'il y a vraiment rien à part ce que moi je ressens à l'intérieur qui dit que voilà, maintenant faut aller là-bas. Donc c'est ouais, c'est spécial. Vas-y, Maud. C'est en fait, je trouve que tu as un super exemple parce que et c'est ce qui nous a donné envie de t'inviter avec Martine parce que justement, il y a cette notion de tu n'attends pas que la souffrance t'invite au rendez-vous pour pouvoir enclencher des changements qui sont bons pour toi et justement pour t'autoriser à les faire. Et moi, après, je laisse la parole à Martine, mais c'est ce qui m'a vraiment hyper plu dans ton profil. En plus dans mon souvenir, tu es bélier, je crois, c'est ça? Taureau bélier. Oui, c'est vrai, c'est sur le 0 degré des deux. Oui, c'est vrai que t'es le milieu. Justement, je trouve ça super intéressant parce que en même temps, tu profites du confort et des plaisirs de la vie qu'aime le taureau et en même temps, tu as cette intuition de ce que tu as envie de vivre et de ce que tu veux expérimenter du bélier. Et en plus, ça m'étonnerait pas que tu aies une dominante jupitérienne, c'est-à-dire qu'à un moment où justement tu embrasses ces envies de suivre tes opportunités, tes chances, sans attendre qu'on vienne justement, du coup, sans souffrir pour ça, quoi. Super intéressant. Ouais. Alors, je vais prendre un des commentaires. Angela Côte, c'est tellement inspirant. Oui, on est 100% d'accord avec toi. Oui. 100% d'accord avec toi. On a voulu inviter Laïcha pour ça. Excuse-moi, Laïcha, je t'ai interrompu. Tu voulais dire quelque chose? Non, je confirmais ce que vous disiez parce que c'est vrai que, voilà, en tout cas, j'ai jamais eu besoin ni envie surtout de passer par la souffrance, mais je me rends compte qu'autour de moi, absolument, quasiment 100% des gens fonctionnent comme ça. Et ça a été très difficile de me rendre compte que le petit point d'incompréhension était là. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi les gens fonctionnaient comme ci, comme ça. Et j'ai mis du temps à comprendre que le point, c'était la souffrance. Il fonctionnait à partir de la souffrance. Et du coup, j'ai testé, hein. J'ai testé parce que je me suis dit, bon, faut peut-être que je comprenne, en fait, comment c'est possible. Parce que vraiment, c'était tellement en dehors de mon champ que je finissais par être hyper en décalage, en fait, avec les gens. Donc, voilà, j'ai voulu aussi comprendre d'où ça partait. J'ai testé, j'ai fait, OK, plus jamais. C'est hyper intéressant parce que il y a des périodes dans l'année, Maud elle va nous le confirmer, il y a une période qui s'appelle Mercure rétrograde et justement elle a un petit peu cette période, elle a un peu ce côté où elle veut nous forcer à faire des choses, hein. Elle va un petit peu nous obliger à bouger des lignes et souvent cette période elle est plutôt c'est une période de souffrance en fait, c'est une période où on replonge sur des choses qui sont douloureuses ou qui sont désagréables. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile en fait on est obligé de bouger, des fois on se retrouve à quitter un travail, à quitter une relation ou quitter certaines choses qui sont désagréables parce que c'est en plein Mercure rétrograde. Et la plupart des gens, ils attendent un peu dans leur vie ces moments de Mercure rétrograde, justement. Ils attendent en fait cette période de pouvoir basculer dans une autre vie, dans un changement qui va être positif pour eux parce que justement, ça y est, ils sont dans une situation qui est suffisamment négative pour qu'ils aient envie de se désembourber. Sauf qu'en fait, comme tu le dis, c'est pas un super moteur parce que au niveau énergétique, on n'est pas en train de créer quelque chose à partir de la joie, on est en train de créer quelque chose à partir de la souffrance. Et c'est un truc qui fait que j'aime beaucoup Angel il fait chier, Mercure rétrograde. Il y a aussi Vénus aussi. Oui, modèle pour l'expliquer, c'est notre astrologue, c'est elle qui pour le dire oui, elle fait chier aussi. Oui. Mais voilà, c'est des périodes où quand on est amené à devoir changer, c'est bien parce qu'il faut bien que quelque chose de temps en temps nous pousse. Si on s'habitue toujours à la même routine et au même changement. Moi, je suis un petit peu comme toi, Laïssa. J'ai vécu dans le sud de la France. Je suis partie à Paris, puis ensuite je me suis retrouvée à travailler à l'international. Je me suis retrouvée à bouger. Je me suis retrouvée à l'étranger, puis je suis revenue en France, puis après je suis en Alsace, etc. Enfin, j'ai eu un mouvement un petit peu incroyable. Mais moi, c'était à chaque fois dans une situation de toute manière, j'ai plus rien à faire à l'endroit où je suis. Et vraiment ce côté de c'était terminé. J'avais terminé ce que j'avais à faire à cet endroit-là. Il était temps que je bouge. Donc c'était pas forcément sur la souffrance, mais c'était pas non plus sur la joie. Et c'était pas toujours une bonne idée parce qu'on n'atterrit pas toujours au bon endroit. Donc je suis 100% d'accord sur la technique de faire des choses qui sont comme ça. Maud, est-ce que tu veux juste nous donner un tout petit éclaircissement pour ceux qui connaissent pas trop Vénus rétrograde parce que j'ai vu que quelqu'un en a parlé. Si vous voulez un petit peu en parler un minimum. Oui, justement, Vénus, en fait, c'est la planète qui régit l'amour, donc c'est l'amour de soi.
soi, l'amour des autres, comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on se sent aimé. Donc quand on parle des langages de l'amour, hein, que ce soit par les services, par les compliments, par le temps passé ensemble de qualité, etc., etc. Donc il y a ces notions-là. Il y a aussi les notions donc de l'estime personnelle, les valeurs personnelles, aussi la relation à l'argent. Effectivement, Martine, qui travaille aussi beaucoup sur les relations, hein, tu connais bien le sujet et tu expliques très bien le sujet. Donc vraiment cette notion de Vénus, c'est la planète qui va régir nos relations en général, avec nous, même avec les autres, avec ce qu'on possède quelque part, hein. Aussi avec les arts. C'est aussi la planète qui est liée aux arts, mais là puisqu'on parle plutôt de relations. Et du coup, en ce moment, elle est rétrograde. Elle a été rétrograde pendant plusieurs semaines en Bélier. Donc là, c'était, je sais pas si vous l'avez senti, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on les lit avec plaisir. Et puis Donc, la salle demi-bélier, elle a dû le sentir un petit peu ouais. aussi. Ouais, tu me diras, Laïssa, si tu l'as senti, mais justement, Vénus en rétrograde en Bélier, bah, on peut avoir envie d'arrêter des relations un peu sur un coup de tête, d'en commencer sur un coup de tête. On peut avoir envie, justement, on peut sentir des colères qui remontent par rapport à des relations. Enfin, voilà, tout ce qui va être un peu l'énergie de feu par rapport aux relations en général. Et là, en fait, depuis le 27 mars, Vénus rétrograde est rentrée dans les Poissons, donc complètement changement d'énergie. Hein. Là, on passe de la techno au slow. Hein. On passe, voilà, c'est la guitare et ouh. Donc là, les poissons, du coup, je sais pas si vous le sentez, n'hésitez pas à nous le dire. On est vraiment dans une logique, on va peut-être revisiter le passé, des relations du passé, on va peut-être revisiter des schémas relationnels du passé dysfonctionnels, et aussi tout ce qui va être cette notion de codépendance, d'addiction, sujet effectivement dont Martine tu parles en coaching, hein, le fait que la solitude peut être le berceau des addictions, les relations toxiques, etc. Enfin voilà, donc vraiment là, on va rentrer dans un truc un peu plus deep que les premières semaines où on était en mode on veut se fighter dans toutes nos relations. Là, c'est on veut pleurer un peu toutes ces relations qui nous font souffrir, dont celle avec nous-mêmes. Donc oui, c'est une période en plus, tu tombes vraiment au meilleur moment là. Ça, on est vraiment dans la période qui est le plus, on va dire, enrichissant et où c'est la période de penser, ok, maintenant il faut penser un peu positif et changement. Il y a un autre changement que tu as fait dans ta vie et qui a aussi été très audacieux, c'était à propos de tes accouchements. Est-ce que tu voudrais un petit peu nous partager tes grossesses, tes accouchements et comment tu as choisi de les faire? Alors, oui, mais en fait, comme je vous disais, déjà de base, j'ai une pensée assez libre. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est ma liberté. Donc c'est quand je vis quelque chose, je j'ai pas du tout envie d'être orientée, influencée par un extérieur. Et donc c'est là où c'est un petit peu contradictoire aussi parce que c'est le cas pour mon extérieur familial, mon extérieur amical, c'est le cas pour l'institution, c'est le cas pour la société, c'est le cas pour le collectif, mais c'est aussi le cas des planètes. C'est-à-dire que je me limite pas, en fait. Je me limite pas du tout. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'influence, je vais volontairement regarder quelle est l'influence. Donc, ça peut être si c'est quelqu'un, si c'est une planète, peu importe ce que c'est. Et je vais dépasser cette influence-là. Et là, ça me permet de vivre dans un espace d'extrême liberté. C'est-à-dire que je fonctionne plus qu'à partir de qui je suis. Et je n'ai plus du tout à prendre en compte l'extérieur. Donc, c'est, en même temps, je trouve que c'est pas, par exemple, pour ce qui est des planètes, je trouve ça très, très, très pratique parce que pour moi, ça devient des outils. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse la conscience de quelque chose, ça devient plus une obligation, mais ça peut devenir un outil et donc on s'en sert plus de la même façon. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit ma vie. Donc c'est comme ça que je fonctionnais enfant, mais j'ai compris que je fonctionnais comme ça très récemment en fait avec voilà tout un tas de personnes que j'ai rencontrées dans les derniers mois, dernières années qui ont permis de conscientiser tout ça. Et du coup, mes accouchements, forcément, moi qui suis très têtue, c'était non négociation. Ça va se faire à ma sauce ou rien. Et donc voilà, effectivement, moi j'avais déjà décidé d'accoucher chez moi. C'était non négociable. Je voyais pas du tout l'intérêt d'aller à l'hôpital, en tout cas pour ça. Et pourtant, pour le premier, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce qu'il est né un petit peu en avance. Et donc, ça m'a obligée à aller visiter ce que les femmes vivent dans un accouchement à l'hôpital. Et ce qui était assez drôle, c'est que j'étais vraiment un alien pour toutes les infirmières, toutes les mamans, parce que voilà, pour vous raconter cette anecdote-là, moi je suis arrivée à l'hôpital, j'ai accouché, je crois 2 heures après. Enfin, je suis vraiment arrivée, j'ai attendu le max du max. Et puis finalement, toutes les infirmières étaient occupées, donc j'étais seule avec mon mari dans ma pièce. Donc finalement, j'ai quand même eu ce que je souhaitais au niveau tranquillité.
Et puis elles sont arrivées vraiment juste à la fin pour récupérer le bébé. Et à partir de là, donc elles ont voulu faire tous leurs trucs, les machins. On coupe si, j'ai fait vous coupez rien, tout le monde dégage, allez salut, ciao, ciao, bye bye. Et, et je suis restée là. Oui, normalement ça se passe pas comme ça, mais là ça va se passer comme ça. Donc je suis restée 2 heures tranquille avec mon bébé, mon mari. Et puis ensuite ils m'ont ramenée dans ma chambre. Et comme il était né, alors selon eux un petit peu en avance, mais effectivement voilà, il compte en calendrier humain et pas en calendrier lunaire, donc il y avait des petits couacs, n'est-ce pas? Ça pourra faire un gros sujet, ça je pense d'ailleurs, ça serait intéressant que tu nous racontes ça Maud, avec les naissances. Et et finalement donc ils m'avaient dit oh, voilà vous allez retourner dans votre chambre et puis on va le mettre dans le truc néonat machin et tout et vous allez vous reposer. Donc ils m'amènent tu sais avec le petit fauteuil avec du sang partout et tout. Et j'arrive dans la chambre, elles me mettent dans le lit, il y avait une autre nana à côté et que son mari me regardait comme ça. Et puis hop, et puis oui, vous vous reposez et tout, elles s'en vont. Je me lève, je prends ma douche, je me rhabille, je me pime, poup, et je pars avec mon enfant. Et vraiment, c'était genre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et j'avais tellement d'énergie, j'avais tellement de feu. Je me suis dit, mais je vais pas rester dans un lit allongé parce que les gens pensent qu'après un accouchement, on est forcément fatigué physiquement. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. En tout cas, ça n'a pas été ma vérité et je ne pense pas être la seule. Mais je pense que le fait de croire que ça se passe comme ça influence énormément la façon dont on va vivre les choses. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me disais, non, non, là, je sens ça, c'est pas vrai pour moi, donc je vais pas le faire. Et vraiment, c'était déroutant pour tout le monde. Je me disais, non, mais allongez-vous, asseyez-vous. Et ce que je peux te raconter qui était assez drôle, c'est ça, c'est ma famille, du coup, qui vient me voir à l'hôpital et je les accueille en bas, au parking. Ils m'ont dit, mais je crois que t'es la seule personne qu'on ait vue qui nous accueille en bas, tu vois. Mais voilà, j'étais hyper active. Du coup, comme j'ai dû rester une semaine là-bas, ben, je faisais des ateliers, je faisais plein de trucs. Enfin, il s'est passé énormément de choses. J'ai aidé énormément de mamans à apprendre à tenir leur bébé, parce que du coup, il y a très très peu d'assistance pour les mamans qui accouchent normalement à l'hôpital. La seule assistance et aide profonde qu'il y a, c'est pour les enfants qui naissent un petit peu à part, donc qui naissent un peu en avance. Il va y avoir une surveillance, il va y avoir quelque chose. Donc tous les parents qui sont avec ces enfants-là, ils ont beaucoup plus d'apports en fait. Donc on nous apprend tellement de choses importantes. Et je me suis rendu compte que la nana avec qui je partageais ma chambre, elle avait eu un accouchement normal, elle n'avait aucune info. Et du coup, elle galérait, son enfant avait du mal à téter, elle avait hyper mal, elle savait pas comment le porter. Et en fait, les infirmières n'ont pas le temps d'aider. Et donc voilà, ça m'a montré pas mal de choses. J'en ai discuté après avec d'autres professionnels pour que ça bouge. Donc c'est assez bien. C'est super intéressant parce que tu es en train de pointer du doigt deux choses de notre société qui sont assez graves, je pense. C'est que on commence à avoir un côté, ça fait quelques années maintenant, où on rend les femmes incompétentes face à leur propre grossesse. Alors, pendant des années, les femmes, elles ont quand même réussi à accoucher seules. Elles ont quand même réussi de différentes manières. Alors oui, bien sûr, il y avait plus de mortalité natale, de mortalité d'accouchement, mais finalement pas beaucoup plus. Donc finalement, on n'est pas si loin en termes de sagesse de son corps. Et puis la deuxième, c'est justement, on a aussi cette tendance de rendre la mère aussi, qui vient d'accoucher, fragile, vulnérable. On n'est plus dans cette logique de se dire qu'en fait, elle a gagné en force. On se dit plutôt qu'elle a gagné en faiblesse. Et justement, il y a cette espèce de croyance qu'on vient inculquer. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu as cette résistance absolue, en fait, à te laisser influencer. C'est-à-dire que quand tu as décidé de faire quelque chose, tu ne t'empêches pas de faire les choses, même si des tas de gens vont te dire ça se fait pas, c'est pas bien séant, attention, toi tu fais des vagues et toi t'as pas de problème avec ça. C'est un peu nous, on vit en Alsace avec Maud, dans un pays où la mentalité vraiment globale, c'est celle de pas de vague. C'est-à-dire, c'est vraiment cette notion de surtout, faut pas sortir du cadre, faut pas faire différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est assez complexe, en fait, de faire bouger les lignes, justement, dans ce genre de cadre. Toi, t'es à l'opposé absolu. T'es vraiment dans la capacité de dire non, mais en fait, on s'en fiche, on va aller où on a envie d'aller, on va accoucher comme on a envie d'accoucher, et puis on va arrêter de le faire tout le temps parce qu'on souffre, on va le faire justement parce qu'on est joyeux, parce que voilà, tout va bien, alors pourquoi ne pas continuer à provoquer des choses et à découvrir des choses et à évoluer de l'avant. Moi, je me posais une question, forcément, dans nos échanges, je l'ai noté quand on a préparé cette émission, c'était, mais qu'est-ce que tes parents, ils ont fait pour que tu aies cette confiance en toi? Alors, du coup, je dirais que c'est pas forcément ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait, justement.
Et c'est hyper important. Et moi, c'est ce que je découvre maintenant que je suis maman aussi, que on n'a pas grand-chose à faire et que c'est justement parce qu'on pense qu'on a trop à faire que on bride, on limite nos enfants et on les empêche de découvrir par eux-mêmes quel est leur potentiel en dehors de ce que la société induit en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai pas du tout été élevée comme ça. Ils m'ont laissé énormément de liberté. Je pense vraiment pareil, le camp dira-t-on, les voisins, tout ça. Ma mère en avait absolument rien à faire. Donc moi j'ai été élevée dans un endroit où je pouvais me promener comme je voulais, très très jeune. Je partais pendant des heures dans les campagnes, dans les champs, dans les bois, dans les forêts en fait. Et j'ai eu cette liberté de me dire ok, voilà, j'ai mon espace à moi. Je peux être dans mes connexions personnelles, je peux comprendre la vie différemment. Donc pendant très longtemps, moi elle m'a laissé communiquer plus avec la nature, avec les animaux. Donc après c'était un peu difficile, l'école, les gens, les comportements, voilà, j'avais un peu des difficultés d'adaptation, mais en même temps, j'avais tellement un socle profond, un socle hyper ancré que du coup je pouvais m'adapter vraiment vraiment partout. Et c'est vrai qu'ils m'ont toujours poussé à tout. À chaque fois que j'ai pris des décisions, je crois que quand j'avais 17 ans, j'ai dit j'arrête l'école. Voilà. J'étais très très douée à l'école, hein. J'ai jamais eu aucun souci, j'ai des super bonnes notes. Donc tous les professeurs se sont réunis pour me dire Laïssa, non, tu dois absolument continuer l'école. Je dis non, ça ne sert absolument à rien ce que vous faites. Donc faut comprendre que c'est pas parce qu'on est un cancre qu'on doit quitter l'école. C'est simplement parce que c'est inadapté et on peut être très bon comme très mauvais. C'est pareil, c'est inadapté en fait. Donc du coup, et ma mère m'a suivi à fond. Elle m'a suivi à fond. Non, tu fais absolument ce que tu veux. Si tu le sens, tu le fais. Et j'ai passé une année sabbatique, tu vois, et j'ai vraiment décidé de mes orientations, de ce que je voulais faire. Ils étaient là en soutien si je demandais. Mais si je demandais pas, ils me laissaient faire les choses, quoi. C'était vraiment, bien sûr, sauf si j'avais été dans une forme d'échéance ou je sais pas quoi, mais comme c'était pas le cas, forcément, il y avait une confiance entre nous. C'est-à-dire qu'ils avaient confiance en moi. Donc, ils me laissaient absolument faire tous les choix que je souhaitais. Et moi, j'avais confiance en eux. Je savais qu'ils allaient pas venir m'empêcher de quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça a créé cette harmonie, je pense. Ça a créé ce socle de confiance aussi. Et ouais. Et j'invite vraiment tous les parents à lâcher, à lâcher la grappe de leur gamin parce qu'il y a que comme ça qu'on peut découvrir qui on est en fait. Et surtout, ne pas grandir par rapport à ses parents. Tu vois, ils m'ont jamais obligé à comprendre leur choix, à faire comme eux. D'ailleurs, ils m'ont raconté très peu de choses pour que je ne suive pas ce qu'ils ont fait, la façon dont ils l'ont fait, la manière et la raison pour laquelle ils l'ont fait. C'était voilà. Donc et après, moi, je suis issue d'une double culture aussi, donc je pense que le côté hybride fait que c'est beaucoup plus simple de sortir du cadre, c'est-à-dire que c'est naturel parce que tu n'appartiens à aucun cadre. Tu vois, j'appartiens pas à une culture à 100%. Même pas un signe zodiacal. C'est vraiment la ligne, il y a pas de règles, il y a pas de chemin unique. C'est tes choix qui construisent ta vie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je sens les choses. C'est que si je fais aucun choix, je vais vivre la vie de d'autres personnes. Et j'ai testé à certains moments justement, consciemment et inconsciemment. Et vraiment, voilà, je vois cette différence-là. Quand on fait pas de choix, on est en train de suivre le choix de quelqu'un d'autre. C'est pas conscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, no way. C'est super, mais moi je trouve ça super inspirant. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a eu des parents inverses des tiens, en fait? Tu vois, de se dire, effectivement, là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des personnes qui se posent des questions, de se dire, déjà, c'est magnifique ce que tu exprimes, c'est-à-dire d'avoir ce moment où on t'a laissé expérimenter avec cette confiance et cette confiance aussi du parachute derrière de, si je me vote, c'est pas grave. J'ai un super matelas, voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais, ou même toi et Martine, à des personnes qui ont un peu les parents inverses qui ont en fait imposé les choix à leurs enfants ou qui ont justement projeté sur leurs enfants un tas de choses et du coup, même devenus adultes, ces personnes ont du mal à s'en défaire. Moi, je dirais que tout n'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de moyens, de méthodes qui permettent de revisiter justement aussi ce qu'on a vécu, de s'extraire de ça, de pouvoir même annuler complètement l'impact du passé en tout cas que le passé a sur nous. Et en fait, finalement, pour moi, le truc ultime, et c'est à faire même quand on a eu des parents qui nous ont permis ça, c'est d'aller retrouver cette relation, mais avec soi-même. Et en fait, finalement, c'est la seule chose à faire. Il faut aller chercher cette sécurité à l'intérieur, cette liberté, cette autorisation. Tout ça, faut aller chercher à l'intérieur.
Et voilà, que on soit jeunes enfants, ados, adultes, en réalité, c'est ça. Et je pense que parce que finalement, quand les parents laissent plus de liberté, ça permet à l'enfant de trouver plus ce socle en lui. Mais il faut quand même faire un travail derrière quand on devient adulte, tu vois, pour voilà, pour vraiment se détacher de l'extérieur. Parce que quand on a eu aussi des parents justement accompagnants, aimants et tout ça, ben on peut avoir de la difficulté à les lâcher aussi. Donc finalement, on va pas rentrer non plus dans ce nouveau paradigme parce que on va être en comment dire confortable aussi avec ça. Donc c'est pareil, tu vois, moi j'ai dû faire le même travail que tout le monde, mais pas pour les mêmes raisons. Tu vois, il y en a, ils sont obligés de faire une coupure énergétique avec leurs parents, avec leur famille, avec les liens et tout ça, par nécessité. Moi, c'était par envie d'évoluer, tu vois. Et voilà. Donc en fait, les chemins sont pas différents. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est simplement, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, ça part pas du même endroit. Mais le chemin est à faire quoi qu'il arrive, en fait. Je crois que tu as dit un truc, c'était la clé, hein, le détachement. C'est-à-dire que il y a une espèce de croyance que, tu vois, quand je suis une child free, j'ai choisi de ne pas faire d'enfant. J'ai choisi, c'était un choix personnel. J'avais pas envie d'être parent. Je suis une tata, je suis une marraine, je suis ravie, j'aime les enfants, etc. Mais j'avais juste pas envie d'avoir les miens. C'était mon choix. Et ce choix, il était important. Et pourtant, le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase où on m'a dit, mais qu'est-ce que tu feras quand tu seras vieille? Genre, mais on fait pas des enfants pour qu'ils nous tiennent compagnie quand on sera vieux. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, cette notion d'attachement qui est que, bah, en fait, la reproduction, le fait d'avoir des enfants, de créer une famille, etc., c'est une façon de créer un clan qu'on va jamais se séparer, qu'on va jamais pouvoir partir à l'aventure, qu'on va jamais pouvoir faire des choses. Alors que dans les tribus, qui sont des tribus africaines ou des tribus qui sont vraiment bien séparées du monde social actuel, ben justement, on va prendre des éléments de cette tribu, on va les envoyer dans une autre tribu pour s'enrichir, pour essayer justement de mélanger les cultures, puis de mélanger aussi la génétique, parce que ça enrichit en fait la génétique ainsi. Donc il y a un vrai défi de détachement qui est assez important et qui est aussi, j'ai envie de dire, nécessaire aussi de détachement avec les croyances foireuses qu'on nous a mis à l'intérieur de la tête. Parce que effectivement, si tu as confiance en toi, comme tu l'as dit, c'est que tes parents ils t'ont inculqué de la confiance. Si vous racontez à vos enfants que le Père Noël il existe et qu'il est merveilleux, etc., ils vont vous croire. Si vous racontez l'histoire de la petite souris à vos enfants, ils vont vous croire. Si vous racontez des histoires de lutins, d'aliens, de planètes, de ce que vous voulez, ils vont vous croire. Donc quand vous allez leur dire, mais tu peux pas faire ça, tu n'y arrives pas à le faire, tu es trop petit, tu n'es pas assez puissant, tu n'es pas, ils vont vous croire aussi. Donc effectivement, parfois, il vaut mieux inculquer à l'enfant, tu peux le faire, tu es capable de le faire, essaye, tu verras bien. Ou bien tout simplement ce côté de ne pas essayer d'inculquer des propos négatifs, même si c'est dans l'intérêt de les protéger, même s'il y a une espèce de logique derrière qui est oui, mais si je les protège pas, qu'ils font quelque chose d'incroyable, etc., je vais m'en vouloir. Oui, mais quelque part, tu peux ensuite aussi t'en vouloir de les avoir empêchés de faire quelque chose. Parce que finalement, ils ne sont pas dépassés, ils ne sont pas sortis de leur cadre, ils ne sont pas sortis de leurs habitudes et ils sont restés complètement engoncés dans une réalité qui en fait les empêche. Donc c'est très inspirant ton histoire parce que justement elle montre ce côté de on peut ne pas empêcher les enfants parce que justement à force de les libérer, de leur permettre de faire des choses, ils peuvent découvrir des choses nouvelles, ils peuvent découvrir de nouvelles aventures. C'est aussi ce qui permet des fois de se lancer dans certaines aventures, comme par exemple se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Maud et moi, on savons beaucoup de choses sur le sujet aussi. Si je peux rebondir avec, si je peux rebondir avec ce que tu dis, j'ai un exemple comme ça qui me vient. Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là liée à la France, que tu parlais par exemple des cultures, certaines cultures africaines et tout ça. Mais en France, il y a plusieurs années avant, quand les Français n'étaient pas encore français, puisque la France c'est né il y a pas très longtemps en réalité. Avant c'était la Gaule, bien sûr, on a oublié, puis les dates ont été changées volontairement pour que ça s'oublie. Et ça a été germain, ça a été envahi aussi par les Bretons. Il y a eu vraiment il y a eu un mélange de cultures quand on parle les Français de souche. Je me pose souvent la question de quoi on parle. C'est ça. En tout cas, la France est celtique d'origine, ça c'est certain. Et d'ailleurs était viking à la base. Et là ensuite, voilà, il y a eu effectivement toute l'invasion romaine qui a fait que les Vikings se sont réunis plutôt vers la Bretagne, et puis ensuite de la Bretagne ils sont montés vers le nord, et puis ensuite sont partis au Danemark pour éviter le génocide qu'il y avait en fait à cette époque-là. Et donc finalement, la France à la base, enfin la racine française, c'est aussi lié à
la racine viking celtique. Et c'est ça qui fait d'ailleurs l'identité, le feu. Mais comme c'est quelque chose qui a été éradiqué et que c'est dans un génocide qui est devenu invisible, du coup, c'est très difficile pour les Français de souche, comme tu dis, de souche entre guillemets, d'avoir accès à leur feu, à ce débordement, tu vois, de non, je n'obéis pas aux choses, aux règles et tout ça. Et en fait, à l'époque, eux, les Vikings, ils avaient aussi cette culture-là, c'est-à-dire que dès que tu avais j'ai pu rester entre 7 et 14 ans. Tu partais, en fait, tu partais de ta famille pour aller grandir avec la personne qui allait t'inculquer le métier que tu vas prendre. Par exemple, si tu voulais devenir forgeron, eh ben, tu restais pas chez tes parents, tu allais chez un tel qui était forgeron et tu vivais là-bas jusqu'à ta majorité. Et tu retournais ensuite chez tes parents quelques temps pour ensuite aller faire ta vie perso. Et c'était logique, c'est-à-dire que tu pouvais pas rester avec ta famille, tu allais vers là où ça allait t'élever par rapport à tes choix, à tes envies. Donc, c'est quelque chose qui est à la base, c'est naturel chez l'être humain de fonctionner comme ça. Mais tous les attachements de famille et tout ça ont été incompris, ont été intellectualisés. Et voilà, c'est ça qui fait de la merde aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont malheureux, ils souffrent, mais parce qu'ils vivent des liens d'une façon mentale, en fait. Et juste, j'avais une anecdote par rapport à ça. C'était avec une personne avec qui on avait beaucoup échangé à une période par rapport à ses enfants. Et en fait, je lui avais partagé comment dire, l'évolution de l'enfant d'un point de vue énergétique, d'un point de vue subtil. En fait, qu'est-ce qui se passe à tel âge? Qu'est-ce qui se passe à tel âge? Quels sont les challenges? Quelles sont les échéances? Voilà, qu'est-ce qui intervient à ce moment-là? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui doit être fait par les parents? Qu'est-ce qui doit être fait par les enfants? Et en fait, c'est un peu tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce que les gens ne savent pas, donc ne font pas. Et c'est pour ça que ça crée un chemin parallèle pour les enfants aujourd'hui jusqu'à une crise d'ado, alors que normalement elle n'est pas censée exister celle-ci, mais c'est parce que les étapes d'avant n'ont pas été gérées au niveau énergétique, tout ça machin. Et du coup je lui raconte ça et je lui dis tu sais normalement à l'âge de ton fils il est censé vivre à partir de son programme propre, mais comme le travail n'a pas été fait avant, il vit à partir de ton programme à toi. Donc, tu peux aller faire un travail pour aller retirer ton programme personnel de ton fils et pour qu'il puisse recevoir son programme à lui. Et puis elle me dit, oh ouais, carrément et tout. Et du coup, elle va faire ça. Et puis elle revient vers moi le lendemain. Et puis il fait, et ça, il a voulu tout arrêter. Et en fait, il faisait des cours de musique parce qu'elle adorait la musique. Elle avait inscrit à des cours de musique et tout. Et en fait, il lui a dit, j'arrête. J'arrête, en fait, c'est pas mon truc. Ça m'intéresse pas. Et donc, elle a vu le truc. Et elle, au début, elle s'est dit, bah merde, parce que moi, je voulais vraiment qu'il fasse ça. Et elle a senti son attachement. Elle a senti ce qu'elle a voulu lui mettre dessus et tout ça. Mais lui, parce qu'elle a fait le travail au niveau énergétique, lui, ça l'a libéré de ce truc-là et il s'est positionné. Et en fait, c'est des petites choses comme ça. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants aussi. Et je l'ai vu pas plus tard que il y a 2 mois de ça où je suis allée faire une grosse immersion de carchérisation pour le kiff, du coup. Et en fait, quand je suis revenue de cette expérience-là, mes enfants avaient complètement changé, encore quoi. Je suis arrivée dans vraiment, j'avais l'impression que c'était d'autres enfants. C'était hyper perturbant au début parce qu'ils avaient plus le même caractère, ils fonctionnaient plus pareil avec moi. J'avais perdu la place que j'avais avant. Donc il a fallu que je retrouve la place qu'ils me donnaient. Et ça, c'est important aussi de considérer quelle est la place que nos enfants nous donnent quand on leur impose pas la place que nous on se dit oui maman c'est forcément ça. Pas du tout, tu vois. Chaque famille est complètement différente, chaque personne, enfin bref, c'est multiple quoi. Et par exemple, tu vois, ils étaient, avant que je fasse ce travail-là, ils étaient encore un petit peu réticents avec l'eau. Les petites gouttes d'eau sur le visage, les trucs, c'était attention. Il y avait une petite crainte, tu vois. Et je fais ce travail-là. On part à la mer maintenant qu'on habite à 4 minutes à pied de la mer, du coup. Et en fait, je les vois ce jour-là. J'ai halluciné. Ils ont pris leur planche, ils ont plongé, ils se sont pris des vagues sur la tronche, ils sont restés sous l'eau. Ils sont partis très très loin pour nager alors qu'ils savent pas encore parce qu'ils sont tout petits quand même, tu vois. Et en fait, j'ai senti que ça y est, j'avais pété un élastique qui faisait que, parce que nos enfants, de toute façon, ils évoluent dans nos limites jusqu'à un certain âge. Mais voilà, tant que nous, on met pas la conscience sur la limite qu'on met sur nos enfants, ils vont vivre dedans. Donc c'est une putain de responsabilité quand même. Donc finalement, on n'a pas besoin de leur dire quoi faire ou ou les pousser à faire un truc, mais on a besoin d'avoir un œil sur qu'est-ce que je suis en train de faire subtilement vivre à mes enfants. Et de détricoter ce truc-là et de laisser la fleur pousser toute seule une fois que tu enlèves la barricade, en fait. C'est juste ça. Très intéressant.
Ouais, je trouve ça super intéressant et en fait, il y a un côté où tu as dit un truc très intéressant, puis en plus ça a tilté pour moi. C'est ce que je trouve assez génial avec les expériences qui sont inspirantes, c'est qu'elles nous rappellent aussi à nous-mêmes. Tu l'as dit toi-même, c'est que les parents, ils ont tendance à imposer aussi un petit peu une façon de les considérer ou une façon de les voir et de les placer. Et moi, je me souviens d'un truc que ma mère m'a dit quand j'étais enfant. Elle a dit, mais je suis ta mère, je suis pas ton amie. Et c'était un espèce de limite qu'elle a créé en fait Exactement. avec notre relation qui en fait nous a Ouais, privés d'une forme d'amitié aussi dans exactement. notre relation filiale. Ouais. Et en fait ça a été ça fait partie de ces choses qu'il faut déconstruire. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que tu abordes cette notion de limite en fait, c'est-à-dire d'avoir conscience de ses limites parce que aujourd'hui il y a une espèce d'aspect shadow du développement personnel où on passe son temps à observer ses ombres, on passe son temps à observer ses traumas, on passe son temps Son trou etc. de balle, tu Mais peux le dire. pardon? On passe son temps à regarder son trou de balle, tu peux le dire. J'adore cette réponse, exactement. Euh, mais on commence on regarde que ce qu'il y a de négatif, et puis on passe son temps à se dire oh là là, il faut que je guérisse de ça, il faut que je guérisse de ça. Alors déjà, moi, je vais dire deux choses. La première, c'est que la guérison, elle est impossible. Si vous faites du développement personnel en vous disant que vous êtes guéri ou que vous pensez avoir atteint des paliers en vous disant ça y est, je suis guéri, c'est pas possible. Et pour une bonne raison, parce que de toute manière, le chemin de la guérison, il est perpétuel. Par contre, telle une courbe logarithmique qui va vers l'infini, eh bien, dans le développement personnel, on peut tendre à approcher de la perfection. On peut tendre à approcher d'un état de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus guéri. Donc, c'est plutôt une bonne chose que de faire ce travail de guérison. Et effectivement, plus on a insufflé des choses négatives en soi, plus il faut absolument les sortir et les faire sortir. Mais par contre, effectivement, on peut pas non plus faire l'autre extrême inverse, c'est-à-dire se concentrer que sur le positif et essayer de s'accrocher que au positif. Donc il y a un juste milieu à Ouais. trouver entre l'exploration de ses limites et de ses traumas, et puis trouver ses ressources intérieures de confiance, de force, de feu, etc. Donc c'est un élément qui doit s'équilibrer. Moi, je le remarque beaucoup en fait en coaching parce qu'il faut savoir doser un petit peu des deux dans chaque séance pour que la personne, elle reparte avec des ressources, mais qu'elle-même, elle ait quand même identifié des blocages et qu'elle puisse travailler sur ces blocages pour ne pas laisser ces blocages décider pour elle en fait ou pour eux et d'être en mode, mais derrière d'avoir quand même cette dynamique de tiens où sont mes ressources réellement ou comment je peux puiser des ressources ou comment je peux m'inspirer des ressources. C'est aussi pour ça qu'on t'invite un petit peu Laïssa parce qu'on a envie de montrer un peu à quoi ça ressemble en fait et puis on peut puiser dans cette magnifique ressource parce que Laïssa c'est une fille incroyablement lumineuse avec une aura incroyable et qui justement a cette ressource de pouvoir dire aux autres flûte, on arrête de se regarder le trou de balle effectivement et à un moment donné si on a envie de faire quelque chose, on se le bouge, le trou de balle, Ouais, dans c'est une ça. bonne direction. C'est ça. J'aime bien le flûte. Je pense que je vais l'intégrer à mes expressions. Parce que tu sais, le flûte, on arrête de se regarder le trou de balle. Je trouve que le paradoxe est hyper, hyper drôle. On essaie d'être, tu sais, d'être bien, puis après, paf, allez. Et, ouais, c'est vrai que c'est ça. Et en fait, je pense que ce qu'on oublie trop, en fait, ce que le développement personnel est venu apporter, c'est génial parce que c'est venu quelque part donner la liberté à plein de gens de se dire waouh, en fait, je peux remettre en question qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai été, et ça n'a plus à être ma réalité d'aujourd'hui. Donc ça, c'est génial parce que les gens, ça leur a permis d'avancer vers ça. Après, tout comme beaucoup de courants, il y a forcément une limite quelque part. Et c'est juste ça, faut juste pas tomber dans le piège de se dire, oh, c'est un truc infini, incroyable. Non, ça va nous aider jusqu'à un certain point. Mais après, il va falloir changer son point de vue sur le développement personnel pour qu'il nous amène ailleurs. Et c'est ça souvent que les gens font moins, en tout cas n'ont pas l'habitude de faire ça, de se dire, tiens, je vais changer mon point de vue sur ça et je vais l'utiliser différemment. Comme je parlais des planètes, par exemple, où avant, je me laissais complètement, tu vois, je suivais la rivière que la planète voulait que je suive pour influencer ma vie, machin, machin. Et maintenant, c'est non, en fait, je vais aller dépasser, je vais aller prendre mon regard, je vais le mettre ailleurs sur cette planète-là et sur ce qu'elle fait, et je vais utiliser ce qu'elle fait à mon avantage. Et ben, c'est pareil pour le développement personnel. C'est ça, en fait, c'est que du coup, on peut changer de point de vue. Et en fait, essentiellement, c'est de se dire que dans une journée, on a 24 heures, tout est dedans. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin et que tu te dis aujourd'hui, je vais dépasser ce que je n'ai plus besoin de vivre, tu peux être certain que ça va se présenter dans ta journée. Et pour ça, il faut juste être ouvert, il faut juste être déterminé, et c'est plus une posture et un état d'être, le développement personnel. C'est pas censé être une pratique ou une méthode. C'est un état d'esprit, c'est une façon de considérer et de regarder la vie. Et donc c'est ça, finalement, tu te lèves et tu dis voilà,
Aujourd'hui, je vais me dépasser quoi qu'il arrive. Tu es certain que dans tout ce que tu vas vivre, tu vas avoir les pépites. Parce que on vit dans un monde qui, ok, et voilà, on a le temps linéaire, on a plein de choses subtiles et tangibles, tu vois, tout ensemble. Mais en même temps, on n'est pas que ça. On n'appartient pas que à cette réalité-là, on appartient à des réalités multiples. Donc, on est tous multipotentiels. C'est pas réservé à une élite. C'est le fonctionnement basique de l'être humain. Et c'est simplement parce qu'on n'a pas la compréhension et la connaissance de ça que on en fait des problématiques intellectuelles et médicales. Ça, c'est un problème. Mais en réalité, on est tous faits de ça. Et donc, finalement, le challenge, c'est de se dire, le dépassement, la liberté, la limite que je peux péter aujourd'hui peut être liée à il y a 10 ans, peut être reliée à dans 10 ans. On s'en fout en fait, tu vois, parce que aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est 24 heures et dans aujourd'hui tu vas avoir toute ta vie condensée et c'est ça le moment présent, parce que les gens appellent le moment présent et tout, parce que tu sais il y a plein de notions dans le dev perso, c'est volontairement abstrait, parce que du coup tu sais pas du tout à quoi ça correspond, tu peux pas poser un regard concret dessus, donc tu l'as le moment présent, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Mais en fait, non, c'est le moment présent, c'est ton passé, c'est ton futur, c'est tout contenu dans un temps T, tu vois. C'est l'absolu maintenant, tu vois. Et donc finalement, tu as toutes les réponses. Dans ce que tu vis aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller fouiller ce que tu as vécu derrière, puisque dans ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu as vécu derrière est déjà là. Donc regarde comment tu vis, regarde comment tu parles, regarde comment tu es avec les gens, et c'est ces micro-analyses-là qui vont tout changer. Mais c'est sur l'instant, si tu vis ta journée et que tu attends ton rendez-vous avec ton énergéticien qui a lieu dans 3 semaines pour lui dire ça va pas, ouais mais il s'est passé quoi? Bah t'en sais rien puisqu'il s'est déjà passé 3 semaines. Mais si tu sais dans l'instant comment changer les choses, bah t'es libre, tu vois. Et c'est ça, mais après c'est un niveau de responsabilité qui est assez innovant. Ouais, je suis assez d'accord sur ce point, tout particulièrement parce que j'ai aussi ce côté de j'aime bien me rendre disponible pour mes clients assez rapidement. C'est-à-dire quand les gens vont pas bien, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'une intervention d'un coach, pas dans 3 semaines, pas dans. Alors quand les gens me disent oui mais faut remplir son agenda, gna gna gna, moi j'en ai marre en fait de ça parce que je trouve ça débile. Je trouve que c'est pas du tout adapté. Déjà parce que la personne, sa problématique, il va peut-être la résoudre sur le temps où il va attendre avec une méthode en plus rustine qui va pas fonctionner, qui va créer une mauvaise habitude. Donc, je préfère que la personne, elle soit vraiment en mode où elle puisse confronter son problème au moment où il se présente, ou du moins assez rapidement. Et puis, il y a aussi le fait de se rendre disponible. C'est aussi une façon de permettre à la personne rapidement de reprendre le contrôle sur sa vie et de reprendre justement le contrôle à revenir sur cet instant présent, c'est-à-dire d'essayer de retrouver ce qui se passe à l'instant T et pouvoir agir dessus, c'est-à-dire pouvoir avancer. Donc, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu es en train de mettre le doigt sur un truc dont on a déjà parlé aussi dans les hippies matins et même si on se prend pas du tout au sérieux, on traite des sujets super sérieux avec Maud. En tout cas, Maud, on a toujours des échanges sur le sujet, c'est ce côté d'une forme de spiritualité qui est devenue un bypass. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mode, on utilise des mots pompeux, il faut être positif, faut ceci, faut cela, faut être vachement dans l'incarnation, mais on sait même pas ce que ça veut dire. Enfin, effectivement, comme tu l'as dit, on insère un nombre de concepts dont on n'a pas le sens pratique et l'application dans la vie de tous les jours. On se pose pas la question de la vie de tous les jours. Et incarner, ça veut dire en gros tous les jours se sentir à l'intérieur de son corps et faire les choses avec son corps et avec ce qu'on a, avec les éléments qu'on possède, les gens qui sont autour de nous. Donc il y a un peu ce côté il y a une espèce de spiritualité un peu foireuse, mais qui finalement ne nous amène pas vers une véritable confiance, une véritable autonomie, une véritable avancée, parce que justement, on est coincé en fait dans un schéma de mais non mais il faut faire comme ça, c'est-à-dire que on a remplacé une limite par une autre limite d'une certaine manière. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une prison pour une autre. En fait, c'est le développement personnel, c'est devenu redécorer sa prison plutôt que de tenter d'en sortir. Et c'est là que le piège s'est refermé. Je l'ai noté en lettres d'or. Le développement personnel, c'est de venir redécorer sa prison. C'est génial. Maud, t'en penses quoi? Moi, je suis très d'accord, parce que j'ai eu, en fait, dans mon parcours, j'ai eu un moment où j'avais une addiction au développement personnel. D'ailleurs, c'est Martine en coaching qui m'en a fait prendre conscience, parce qu'en fait, j'avais une tellement faible estime de moi, donc ça me parle complètement ce que tu dis, Aïssa, une tellement faible estime de moi qu'en fait, je pensais qu'il fallait que je change, et qu'après, je pourrais avoir, en fait, ce bout du tunnel.
Et Martine, Voilà, ouais, l'équilibre déjà un peu absolu. Ah non. le Graal. Alors, c'est bon, justement, c'est bon, je suis sortie de tôle, maintenant je peux peut-être vivre. Et donc, il y avait un peu ce côté, comment dire, où, enfin, je suis sortie de ma tôle personnelle, hein, j'ai jamais été en tôle, je vous rassure. Mais effectivement, en fait, c'était cette notion, justement, comment dire, de ce développement personnel qui était devenu, en fait, une forme oui, de bypass, une forme, justement, il faut absolument que je change pour avoir le droit de, et puis, Phil the Blanc, après, le droit de, je sais pas, avoir des relations, d'avoir un métier qui me plaît, etc. Complètement d'accord. Et de la même façon, par rapport à l'astrologie, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'astrologie moderne que j'ai appris, c'est cette notion de, comme tu disais Laïssa, en fait, on n'enferme pas les gens dans leur thème astral. C'est pas parce que t'es Lion que tu vas forcément devoir être une star de la télé. C'est pas parce que t'es Verseau que tu vas devoir forcément, comment dire, engendrer une révolution. Non, c'est vrai. C'était bélier qui devait être militaire. Et il y avait cette notion aussi, comme tu le disais Laïssa, qu'en fait, même Mercure rétrograde, il y avait ce côté très mainstream, Oui, putaclic de oh là là, mon Dieu, on va tous mourir Mercure rétrograde, restez chez vous, arrêtez vos ordinateurs. Et puis après, il se passe des choses dans ces périodes-là. C'est vrai, enfin, du coup, maintenant que je suis à 2000% dans l'astrologie, je le vois. Enfin, Pluton qui est arrivé en Verseau le 19 novembre, je connais des gens autour de moi qui ont eu un truc ce jour-là ou quelques jours avant après, qui est venu les challenger sur un sujet très fortement. Pluton est venu labourer des choses. Donc en fait, ça marche. Là, ce qu'on vit d'un point de vue sociétal, t'en parlais Laïssa, c'est la première phase de Pluton en Verseau et on l'a vu il y a presque 200 ans quand ce Pluton met plus de 200 ans à faire le tour du zodiaque, donc effectivement 248 ans exactement. Donc il y a vraiment cette notion de voilà, là on revit des choses qu'on a vécues à cette période-là autrement avec notre conscience d'aujourd'hui, mais on revit un peu des formes de révolution qu'on a pu connaître à la fin du XVIIIe siècle. Mais tout ça pour dire qu'en gros, comme tu le disais Alissa, les planètes ont une influence sur nous. Maintenant, c'est exactement vrai ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on se rend heureux, comment est-ce qu'on fait des choix qui nous correspondent sans se sentir déterminé par son thème ou par les pratiques, quelles qu'elles soient, comme tu le disais. Hein. Je pense qu'il y a aussi la notion de, il faut prendre ses responsabilités. On peut pas passer son temps à blâmer les planètes. ouais, c'est ça. Oui, j'aime bien ça. On peut le dire, c'est un arrière- credo, c'est les ancêtres, tout ça. Ouais, ou voilà, Ouais, c'est ouais. les ancêtres, c'est les planètes, c'est ce que tu veux, quoi. Enfin, c'est vraiment Ouais. cette notion d'on peut pas passer Alors son que temps à blâmer les autres, quoi. c'est ça, parce qu'en fait, quelque part, même si c'est vrai, c'est-à-dire que même s'il y a une influence de l'extérieur, du passé, de la famille, des planètes et tout ça, ça reste notre choix, notre libre arbitre d'être dépendant de ça ou pas. Donc, ça veut dire que si on l'est, c'est qu'on a décidé de l'être. Donc, quoi qu'il arrive, c'est en nous qu'il faut péter le truc. C'est pas, voilà, c'est pas la faute des autres. C'est comment nous on s'est positionné par rapport à ça. Mhm. Exactement. Je pense qu'il faut s'en inspirer. Tu vois, Maud, elle m'a donné un super conseil à propos de mon côté verso futuristique, parce que il y a un peu un côté où forcément les versos, personne les comprend. Les versos comprennent tout le monde, mais personne ne comprend les versos. Mais justement, parce que justement, on a ce côté où on est très en avance. En fait, on va penser beaucoup dans le futur. On va avoir beaucoup cette projection vers le futur de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est pas un élément déterministe. Ça veut pas dire je me lève le matin et je pense au futur. Ça veut dire juste que je dois m'inspirer de cette qualité que j'aime avoir, que j'apprécie avoir, et que du coup je peux garder en moi et que je peux développer. Et ça, c'était un super conseil que Maud m'a donné, justement, de pouvoir m'inspirer de ce verso pour pouvoir avancer dans ce que j'ai envie de faire, mais pas m'empêcher en fait d'avancer. Je dis cette petite phrase pour rigoler que personne ne comprend les versos, parce que c'est un peu un lieu commun. Bien sûr que si, il y en a qui comprennent les versos quand ils sont intelligents. Mais voilà, il y a un peu le côté un peu provocateur du verso aussi. On aime bien provoquer des choses, on aime bien ces choses-là. Moi, je me reconnais 100% là-dedans. J'adore ton côté, Laïssa, qui est hyper rebelle, parce que oui, c'est aussi une facette de moi. Qu'est-ce que t'es de pendant des années, on m'a sorti cette phrase de on fait pas comme ci, on fait pas comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et en fait, bah non, c'était pas ma façon de faire. Et en fait, quand je m'écoute, ça se passe très bien. Quand on écoute ce que je dis et quand on écoute les conseils que je donne, bah ça se passe très bien. Mais quand on y résiste, en fait, ben on s'étonne, est-ce que ça fonctionne pas? Bah oui, mais c'est parce qu'il faut s'écouter, c'est logique. Il y a une part d'écoute personnelle qui est absolument nécessaire. Et justement, j'aime bien le côté où tu as développé cette écoute personnelle. T'as un petit truc, en fait, une espèce de voix intérieure qui te drive de temps en temps. Tu t'entends un petit peu toi-même te dire, allez, là, ça, on peut le faire. C'est une question. Ah, on l'a perdu. On a peut-être perdu là. Il était un peu un silence. Et du coup, je vois que c'est un petit peu aussi assuré de ton côté.
Est-ce qu'il y a un problème au niveau du réseau? Alors, du coup, de temps que Laïssa revienne, je vais la réinviter. Je vois Nassera qui nous dit c'est comme les formations que tu cumules et qui dissimulent en réalité ton manque de légitimité. Tout à fait d'accord. Ah, attends, on va réinviter. Ah, on Laïssa. a perdu Laïssa, effectivement. Elle a dû perdre sa connexion. Ah mince. Hop. Je la réinvite tout de suite. Ah, c'est son tel apparemment qui a eu un problème. Ah, je vais voir son message WhatsApp. Hop. Alors, on y retourne. Ah, attends, j'arrive pas à la réinviter. Oh mon Dieu, un live en Mercure rétrograde, vous voyez, on Il y a quand même des choses en Mercure rétrograde qui empêchent un petit peu. C'est bien dommage. En tout cas, merci à tous de participer dans les commentaires et de venir un petit peu faire vos échanges. C'est super intéressant et c'est une façon aussi de s'enrichir et c'est cool parce qu'on aime bien partager avec vous des choses. Et si vous aimez un petit peu l'émission, en plus sur le format de l'émission, on fait plein d'autres émissions avec plein d'autres invités sur plein de sujets. Donc si vous avez envie de nous rejoindre justement sur Yippie Matin, n'hésitez pas à vous abonner. On fait des émissions régulièrement. On les fait pas tous les samedis parce que on a une vie et parce qu'on donne des cours, parce qu'on a autre chose. Mais on fait des émissions quand même régulièrement pour vous permettre de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux sujets. On a parlé de plein de sujets, d'équi-coaching, on a parlé de photographie, on a parlé de défeuillage, on a parlé d'éducation justement des enfants, on a parlé il y a plein de sujets qu'on a abordés déjà sur cette émission et on va continuer d'inviter plein de gens. Il y a plein d'invités qui sont à venir et qui vont être très intéressants. Donc voilà. Est-ce que tu parles on a réinvité Laïssa? Non, on est bien d'accord que le compte de Laïssa, c'est justement Laïssa, hein, point. Ouais. Non, j'arrive pas du tout. Même en mettant les trémas sur le i. Mince. Alors Laïssa, si jamais tu t'es reconnecté, n'hésite pas à nous envoyer une invitation, mais je ne la vois pas du tout sur le compte. Ah mince. Je suis désolée pour ce problème technique. Mince. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à la retrouver. Mince. Merci beaucoup, Angela. Ouais, merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de la contacter aussi, mais je n'arrive pas forcément à lui envoyer un message. Bon, écoutez, je pense que malheureusement, Ouais. on fait au terme de ce live. C'est bien dommage de ne pas avoir la fin avec le mot de la fin. On aurait adoré. On se fasse réserver de lui laisser nous envoyer une petite vidéo pour conclure cette vidéo, puisque je pense que ça serait intéressant. Et en tout cas, c'était un truc super inspirant. C'était super intéressant de parler de cette capacité justement de ne pas s'empêcher de vivre en fait. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup aux éditeurs d'être venus. Et puis on va essayer de recontacter Laïssa. Puis de toute manière, on se réserve la possibilité de la réinviter dans l'émission parce qu'elle est très intéressante. On aurait le plaisir de la revoir, c'était très chouette. Et merci à elle, en tout cas, merci infiniment de nous avoir partagé son expérience. J'espère qu'elle n'est pas trop frustrée d'avoir été coupée en plein milieu du live. Nous, on est un peu frustrés, mais c'est pas grave. Et du coup, on fait plein de bisous. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée, merci à tous et merci à Laïssa, merci Martine.